Oh hey, how you doing? Bienvenue au Woman Talk That Talk. Violence conjugale, c'est un sujet triste et sérieux. C'est un sujet dangereux, c'est un sujet inquiétant, un sujet déplorable qui ne devrait même pas exister. Mais malheureusement, il est bien là dans notre société, bien présent. Chaque jour, une femme dans le monde se fait tuer par son conjoint et ça n'arrête pas. Donc aujourd'hui, je vais avoir une discussion avec une intervenante sociale qui intervient auprès des femmes victimes de violences conjugales ici à Montréal pour pouvoir vous apporter quelques informations nécessaires pour au moins prévenir si jamais cela est encore possible. Mesdames et messieurs, Lisa, how you doing? Comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Ça va, merci. Bienvenue au Woman Talk That Talk Show. Je vais commencer, question de base. Est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, je vais me présenter. Alors moi, c'est Lisa, française débarquée à Montréal en 2017. Actuellement, je travaille dans une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Je suis intervenante sociale et spécialement mère-enfant. Je vais commencer par lire, Lisa, une définition que j'ai trouvée sur Wikipédia. Si tu veux bien me laisser, après tu me diras, on rentrera dans le vif du sujet. Violence conjugale est la violence exercée par un des conjoints sur l'autre au sein d'un couple, s'inscrivant dans un rapport de domination et se distinguant des disputes conjugales entre individus égaux. Elle s'exprime par des agressions verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, des menaces, des pressions, des privations ou des contraintes pouvant causer chez la victime des dommages psychologiques, physiques, un isolement social et voire aller jusqu'à la mort. Il peut s'agir d'un phénomène circonstanciel, violence situationnelle, mais parfois d'un processus systématique et évolutif dit terrorisme conjugal. Il s'agit d'un des facteurs majeurs de risque pour la santé des femmes âgées de 19 à 44 ans dans le monde. Parlons un peu de ton travail, c'est dans Montréal. Oui. Mère-enfant, ça consiste en quoi exactement, tes missions là-bas? D'accord. Pour préciser, d'abord, il y a deux types d'intervenantes, les intervenantes femmes et les intervenantes mère-enfant. Okay. Moi, je suis une intervenante mère-enfant. Mon travail se distingue des autres intervenants par le fait que j'interviens dans le côté femme et dans le rôle de la maman avec ses enfants. Du coup, j'aborde tout ce que la mère peut ressentir avec ses enfants, son rôle vis-à-vis de son conjoint, comment elle le vivait, les conséquences que ça a pu avoir aussi sur les enfants. Okay. Et puis, je l'écoute beaucoup, je peux la conseiller quand elle me demande, et puis je lui fais part de mes observations aussi, parce que comme elle vit dans la maison, mes collègues et moi, on observe des choses vis-à-vis d'elle, des enfants, puis on peut lui en faire part, on lui demande aussi comment on peut l'aider, parce que nous, on aborde nos missions dans un contexte féministe. Du coup, c'est la femme qui a du pouvoir. On lui dit, on peut la conseiller, mais c'est elle qui choisit, puis qui nous dit comment elle pourrait avoir de l'aide de notre part. D'accord. Est-ce que ces femmes, quand elles viennent vous voir, c'est comme c'est une organisation, c'est un foyer, c'est ça, tu m'as dit? Oui, alors c'est une maison d'hébergement. En fait, souvent, elles sont orientées par SOS violence conjugale. Ils nous appellent, puis la femme fait une demande d'hébergement. On a une sorte de questionnaire. On voit si elle vit vraiment de la violence conjugale, comment on peut l'aider, quels sont ses besoins. Quel est l'état moral de ces femmes-là quand elles arrivent? Est-ce que tu arriverais à décrire? Est-ce que généralement, elles arrivent déjà défigurées, pour grossir le truc? Au moins, elles sont abattues, elles manquent de confiance. Quel est l'état de ces femmes quand elles viennent vous voir? Je dirais que toutes les femmes sont différentes, toutes les situations sont différentes. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans ce travail-là, c'est qu'on apprend tous les jours avec ces femmes-là. Elles sont séparées de leur milieu, de leurs habitudes. Du coup, elles découvrent la maison avec beaucoup d'intervenants. Il peut y avoir beaucoup de mouvements. Et puis ça dépend si elles arrivent seules ou avec les enfants. Avec les enfants, il y a d'autres enjeux. Il y a des mères qui pleurent, il y en a d'autres qui sont correctes. Et puis que c'est après que là, elles vont un peu décompenser, puis être plus mal. Vous accueillez combien de femmes dans la maison d'hébergement par an, on va dire?
Par an, je ne sais pas, Ok. mais disons qu'on accueille 6 femmes, on a 6 chambres. Les chambres, il y a un nombre de lits assez différent par rapport à leurs enfants. Et on les accueille normalement pour 3 mois. Je sais pas si on peut calculer à peu près. Est-ce qu'il y a des femmes qui retournent malgré ça, après Oui. 3 mois, qui retournent avec leur conjoint? Il y a des femmes qui retournent quand même. Souvent, ça arrive. On dit que les femmes, il y a une moyenne, retournent entre 6 ou 7 fois avec leur conjoint pour partir définitivement après. 6 ou 7 fois? Oui, 6 ou 7 fois. Damn, girls! The fuck? Le cycle de la violence conjugale, il y avait en numéro 1 la tension, après l'agression, ensuite la justification et la 4e phase, c'est la réconciliation. Est-ce que tu peux nous donner une vue un peu plus approfondie là-dessus? C'est le conjoint qui va essayer de mettre un peu la pression à la femme, qui va lui lancer des pics dans la journée, va lui faire des remarques dans le quotidien. Du coup, la femme va commencer à se mettre, à être mal à l'aise en fait, à être pas bien, à sentir la tension et tout dans le quotidien. Et puis, elle va trouver bien sûr ça pas normal, mais ça va passer. La phase d'agression, ça peut être la violence physique, la violence verbale, il va lui crier dessus, ou la violence psychologique va la rabaisser. Ça peut être économique, genre je te prends ton argent et puis c'est moi qui dirige, même si je travaille, tu me le donnes et c'est moi qui dirige. Ça peut être cet ordre-là. Là, c'est la phase d'agression. La justification, c'est là que l'homme, en général, c'est l'homme, on va se l'avouer. Aussi, il y a un large pourcentage, c'est 90%? Je sais plus. C'est 80%. 80%. Bon. C'est ça. C'est les hommes qui dominent. Donc, comme c'est une chaîne de femmes, on parle bien sûr des hommes. Excusez-moi, messieurs. C'est-à-dire que l'homme va essayer de s'excuser, va dire oh, j'ai pas fait exprès, je suis violent, je fais pas exprès, je peux pas me contrôler. Va essayer de se faire pardonner auprès de sa femme, mais aussi auprès des enfants. C'est la phase lune de miel. Il va être gentil, il va offrir des cadeaux, il va bien se comporter avec sa femme. Et c'est à ce moment-là que la femme a de l'espoir. Oh, mon mari ou mon conjoint va changer, je peux rester, j'ai de l'espoir. Puis après, le cycle recommence. Mais du coup, cette phase de lune de miel donne à chaque fois de l'espoir à la femme. Et en général, c'est pourquoi elle reste. D'accord. Il y a une chose qui, moi, me dérange dans ce fait-là, c'est que je sais que aucune femme n'est à l'abri de tomber sur un homme violent, sur un homme agressif. Parce que personne ne veut ça, ok? C'est ça. Mais c'est tellement difficile de quitter cette relation. Pourquoi l'espoir, il est aussi fort que la souffrance qu'on endure? Mais je dirais que on dit à la femme que oui, tu vois tout ce qui te fait vivre, tout ce qui se passe, comment tu fais que tu pars pas. Mais j'ai envie de dire, cette femme, elle est dans un sorte, comme si elle était emprisonnée en fait dans cette maison, dans cette relation. C'est-à-dire que c'est un homme qui essaye d'avoir du pouvoir sur elle, qui la manipule au quotidien, qui la rabaisse, malgré tout ça, elle veut pas partir parce qu'elle aime. C'est des femmes en général qui aiment leur conjoint. Et quand elles l'aiment pas, c'est comme si elles sont dans des relations de longue durée. Du coup, elles ont un certain, c'est pas un confort que je veux dire, mais une certaine habitude. Par exemple, c'est le conjoint des fois qui travaille, qui ramène l'argent. Du coup, il y a des fois qui me disent, si je pars avec mes enfants, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve à la rue, elles connaissent pas forcément toutes les maisons avec du soutien. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, elles ont plus de cercle amical, elles ont pas de famille, forcément au Québec ou dans les autres pays aussi, donc elles se retrouvent seules. Donc, si je pars, j'ai plus mon conjoint, quelle personne est là pour me soutenir? Du coup, en général, elles restent aussi pour leurs enfants. Ils ont leurs amis dans leur quartier, ils ont l'école à côté. Puis il y a plein de facteurs qui fait qu'elles restent. On intervient comme je t'ai déjà dit, dans le mode féministe, c'est-à-dire qu'on peut pas leur dire quoi faire, on leur dit jamais quoi faire. On peut le conseiller, leur donner des idées, leur faire réfléchir. Souvent, nos entretiens sont de l'écoute active. On les écoute parler beaucoup, peut-être on les dirige un peu, on dit oh, regarde ce que tu m'as dit, peut-être que faut écouter ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Est-ce que les moments où ça se passe bien, est-ce que ça remplace, ça atténue les moments où ça se passe mal dans ton couple? On travaille aussi beaucoup l'estime de soi, parce que souvent, oui, il y a une grosse baisse d'estime de soi. Tu m'étonnes qu'à la fin, t'es genre, tu te sens comme une serpillière. Ben oui. Elles sont critiquées en général au quotidien, ces femmes-là. Du coup, on les conseille sur ça, sur leur rôle de femme, leur position de femme dans la société. On leur rappelle leur pouvoir, qu'elles peuvent avoir du pouvoir, elles peuvent diriger leur destin, leur avenir et que
qu'on est là pour les aider à faire ça et qu'elles sont pas seules au quotidien. D'accord. Et que aussi la société, il y a des éléments dans la société, il y a des centres communautaires qui sont là pour les aider, des ressources qui sont là pour les aider, puis on les dirige, on les dirige beaucoup, on les accompagne chez l'avocat, tous leurs rendez-vous, si elles en ont besoin. Comme tu es un peu dans le milieu, est-ce que tu aurais des chiffres clés sur le nombre de femmes qui sont qui subissent la violence conjugale? Les chiffres au Québec en tête. Ce qui est reporté sur le site de Statistique Canada, 78% des femmes, ce qui correspond à peu près à 76 000 femmes par année. Ce qui est vraiment énorme. Wow. Et ça, c'est vraiment juste auprès de la police. On compte pas toutes les femmes qui sont auprès de leur conjoint et qui portent jamais plainte, qui vont jamais voir la police. Donc ce chiffre peut être bien plus énorme. Bien plus énorme. C'est ça. Wow. Et ça, c'est que au Québec. Ça, c'est juste au Québec. Imaginons au Canada et dans le reste du monde. Ouais, c'est ça. Parce que moi, ça me fait penser actuellement là en France, tu sais, avec le mouvement Nous Toutes, là, qui comptabilise les femmes. J'avais vu que c'était à 140. Je me disais, mais ça, c'est juste les femmes. Enfin, c'est juste, non. C'est le nombre de femmes qui ont perdu leur vie qu'on est au courant. C'est ça. Donc, il y en a tellement qui passent... je vais utiliser peut-être un mot qui ne caractérise pas vraiment la situation, mais inaperçu, parce qu'on ne les voit pas, ces femmes-là. On est quand même vu comme un maillon faible. Bien sûr. Ouais. Ben, je dirais que ça part aussi de la société patriarcale. Right. Ça part beaucoup de là. Puis on a toujours dit aux hommes, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui ont le pouvoir. On voit bien par toutes les luttes par lesquelles on est passé pour avoir nos droits en tant que femme. Et puis encore beaucoup de chemin à faire. Tell me about it. Donc il y a beaucoup de leçons à faire, d'apprentissage à faire dans la société. Dès les enfants, qu'on leur apprenne le respect des femmes. Et puis qu'on est sur un point d'égalité dans la société. Un garçon et une fille, les élever de la même façon, éduquer de la même façon, que le rapport de force soit le même. Et pas... parce que souvent, on porte beaucoup plus la fille, tu dois être douce, machin, attentionnée, blabla. Et puis le garçon, en fait, on ne dit même pas ce qui... J'ai même pas envie de rentrer dans les détails parce que, getting on my nerves. Est-ce que tu as des nationalités différentes? Des origines différentes? Ou ça englobe toutes les femmes? Toutes les nationalités, vraiment tout ce qu'on peut retrouver. J'irais juste un point, c'est que peut-être dans les maisons d'hébergement, en tout cas la nôtre, parce que je connais pas partout, j'irais qu'il y a beaucoup de femmes étrangères. Et on se posait la question avec nos collègues, c'est est-ce que parce que elles sont peut-être plus isolées, parce qu'elles n'ont pas trouvé d'autres ressources. Souvent, quand elles arrivent en maison d'hébergement, c'est qu'il n'y a plus la famille, il n'y a plus les amis, ils ne peuvent plus aller chez eux, donc ils se retrouvent en maison d'hébergement. Du coup, on se dit pourquoi peut-être qu'il y a plus de femmes étrangères par rapport à ça, alors que peut-être les femmes qui sont québécoises, canadiennes, peuvent aller dans leur famille. Donc se retrouvent moins en maison d'hébergement. C'est peut-être une idée qu'on a eue. D'accord. Mais vraiment toutes les origines, la violence conjugale, ça concerne vraiment. Ah oui, ça c'est sûr, mais parfois je sais que dans nos... Je demande ça parce qu'en fait, je sais que dans nos pays, en fait... je sais pas si c'était africaine ou c'était... Non, les Antilles. Les Antilles, donc, en Afrique. Même les Antilles aussi, je pense que dans la culture, parfois quand tu te fais agresser, parfois c'est normal. Tu l'as mérité, ok? Ça. Je le dis parce que, jugez-moi si vous voulez me juger, mais je sais que certaines femmes, quand elles se font taper, elles se font gifler ou elles se prennent des coups. Pour elles, c'est normal. Je l'ai mérité. Je suis rentrée trop tard, donc c'est normal. J'ai pas fait à manger, donc c'est normal. Non, non. Rien ne justifie. Rien ne justifie les coups. Parce que certaines femmes aussi, elles vont... Tu sais, quand on était jeune, je sais pas si c'était comme ça. Moi, je veux un mec qui a du caractère. J'ai un mec qui a du caractère. Un mec, s'il me met pas à ma place, c'est pas un homme. Donc, déjà, toi-même, de base, c'est comme si tu t'attirais un peu ce côté violent-là. Parce que pour certains hommes, pour eux, te remettre à ta place, c'est te mettre des baffes. Genre des claques, genre, tu parles mal avec ta bouche, bam, tu prends une claque. Et toi, pour toi, c'est normal. Mais ça commence comme ça. Un jour, il te met une claque. Après, il te fait quoi? Il te donne des coups. Après, il sort la ceinture. Après la ceinture, il fait quoi? Il t'enferme. Comment est-ce que on peut... Je sais qu'on ne choisit pas un homme agressif. Mais est-ce que tu penses qu'on peut dépister la violence conjugale? C'est très compliqué. C'est un peu la question de toutes les femmes quand elles arrivent en maison. Comment je fais dans mes relations futures pour repérer un homme violent?
C'est une question un peu compliquée. Ce qu'on leur dit, c'est que quand vous voyez un homme, vous pouvez pas savoir s'il est violent. Parce qu'au début de toute relation, il va être très gentil, très attentionné, il va faire des cadeaux. On va pas le voir. C'est quand on avance dans la relation, souvent c'est les femmes, quand elles ont leur premier enfant avec cet homme-là, que la violence ressurgit, sort en fait chez l'homme. Je dirais qu'il y a des signes, par exemple la jalousie. Ça, un homme trop jaloux, c'est ce qu'on dit. Nous, on aime, il prend soin de nous, il est jaloux, on aime ça et tout. Ouais. Mais un homme trop jaloux, on peut s'inquiéter. Qui surveille nos textos, qui nous demande où on va, on sort à quelle heure, ou il se renseigne avec qui on sort, où on va. Là, on peut commencer à s'inquiéter. Ok. On peut se dire que là, il commence à aller trop loin et puis que ça peut être pire par la suite. Ça peut être un premier signe. L'autre signe serait, dès qu'il vous dit certaines phrases qui commencent à être un peu dégradant, mais dans la légèreté. Oh, par exemple, tu fais pas bien la vaisselle, ou oh, j'aime pas ta cuisine. Là, il faut pas s'inquiéter de premier abord comme ça, mais on peut commencer à se poser des questions. Okay. Et je dirais pas que c'est pas juste un élément. Je veux dire, c'est qu'on additionne plusieurs éléments à la fois, qu'on se dit, il y a plusieurs petits trucs qui vont pas, je me sens mal à l'aise, et puis j'ai envie de dire, on suit notre instinct. La plupart du temps, la violence conjugale concerne pas les coups, c'est pas de la violence physique, en fait. Il y a tellement d'autres formes de violence. Et puis qui prend au quotidien beaucoup de femmes, en fait. Quand le gars, il te rabaisse, qui te redescend, qui dit tu fais mal au quotidien, il peut nous mettre la pression dans tous les moments de notre vie. Il nous éloigne de nos amis et puis on se retrouve seuls. Souvent, les femmes de victimes de violence conjugale sont seules. Comme au quotidien, le mari ou le conjoint est vraiment bien, tu vois, dans la société, il est vraiment bien. On ne croirait pas un homme dans la rue qui marche avec sa compagne, on ne verrait pas. Mais c'est dans le milieu familial, à la maison, c'est là que tout ressort et que la femme vit mal. Et puis, du coup, elle se retrouve un peu isolée chez elle. D'accord. Puis elle n'ose pas en parler à ses copines parce qu'elle a honte. Souvent, il y a des femmes qui ont vraiment honte et puis qui en parlent pas. Là, j'ai envie de dire, parlez-en autour de vous, à vos amis, même si c'est la seule amie qui reste encore, parlez-en. Je voulais parler des conséquences sur les enfants. Vas-y. Parce que beaucoup de femmes qui arrivent chez nous ont des enfants et ils sont assez perturbés. On voit dans leur comportement quotidien, la plupart des enfants sont perturbés. La maman dirait peut-être que il a toujours été actif, il a toujours été turbulent, il parle mal et tout. C'est juste un jeune et tout. Mais nous, on remarque qu'il y a un fond derrière. C'est seulement la violence conjugale. Parce que même si les enfants sont pas présents physiquement quand vous recevez un coup ou quand vous parlez mal, mais il entend. Même derrière une porte, un enfant va entendre. Les principales conséquences, ça peut être des problèmes, conséquences physiques, des conséquences psychologiques. Ça peut être aussi à l'école, un enfant qui est plus concentré, qui arrive plus à apprendre. Un enfant, par exemple, qui a l'énurésie, c'est par exemple un enfant qui fait pipi sur lui la nuit. Ou le jour, un enfant par exemple, qui a 10 ans, qui devrait plus ça. Et puis là, c'est une sorte de forme de stress, mais c'est une conséquence physique. Et ça peut être aussi les problèmes de comportement. Il y a beaucoup d'enfants qui sont TDAH. C'est des enfants qui ont ça veut dire troubles du comportement, troubles de l'attention. D'accord. Et puis au quotidien, ça se voit beaucoup à l'école. Quoi d'autre? Aussi problème de fonctionnement social. Un enfant qui n'arrive pas à se faire des amis. Un enfant qui est isolé. Un enfant, au contraire, en fonctionnement social, qui va être agressif envers les autres enfants. Là, on va essayer de travailler ça avec la mère et les enfants. Et c'est aussi mon rôle au sein de la maison d'hébergement de travailler tout ça avec les enfants. D'accord, ça veut dire qu'en fait, quand les mamans viennent te voir avec leurs enfants, vous avez des entretiens avec les mamans. Oui. Mais vous avez également des entretiens avec les enfants. C'est ça. Dès qu'ils ont 4 ans, on voit tous les enfants qui ont plus de 4 ans avec l'accord de la maman, bien sûr. Ok. Parce que c'est la maman, c'est qui décide, c'est ses enfants. Non, c'est sûr. Dès qu'elle nous dit oui, tu peux parler avec mes enfants, on essaye de voir qu'est-ce qu'ils vivaient au quotidien. On lui parle aussi de la violence conjugale, bien sûr, dans un vocabulaire d'enfant, bien sûr, adapté à leur âge. Et puis ça doit être dur de parler aux enfants de... C'est pas mal dur. Je t'avoue que en plus il faut s'adapter à chaque âge, à son vocabulaire, donc il faut s'adapter. Puis en plus il faut en parler sans dénigrer le parent, parce qu'on n'est pas là pour dénigrer le parent. On est là un peu pour démystifier la situation, comprendre ce qu'il ressent. On parle de l'enfant en fait, ce qu'il ressent, puis essayer qu'il aille mieux au quotidien, puis qu'il puisse dialoguer, et parler de ça avec sa maman. Et ils vous disent des choses de ce qu'ils voient, de ce que... Oui. Ouais, on voit. C'est tellement terrible. Ça doit être quand même difficile parce que t'aimes tes deux parents. T'as pas envie de faire la différence. Mais c'est ça. Mais tu vois que l'un d'eux fait du mal. C'est dur.
Et c'est ça, ils sont une sorte de conflit de loyauté. Tu sais, ils aiment leurs deux parents. Puis la façon qu'ils vivent la chose peut être complètement différente. Ils peuvent dire, maman, c'est une victime, elle se sent mal, c'est papa qui est méchant. Mais il y a des enfants qui vont être du côté du père, dire, maman, c'est moins qu'à rien et tout. Et puis ils vont être du côté du père. C'est vraiment très séparé. Et puis il y a aussi les parents qui retournent les enfants contre un des parents. Vraiment. Pour certaines personnes, hommes et femmes, la violence peut venir de l'enfance, comme tu dis. Ce traumatisme, en fait, qu'on a de l'enfance, qui après, parfois, sans qu'on le veuille, on devient quelqu'un d'agressif parce qu'on voit notre père faire, on voyait notre oncle faire. Et pour certains, ça peut sembler normal. Ça peut être quelque chose... C'est vraiment mon côté bisounours, excusez-moi. Donc, ça peut être quelque chose d'inconscient. Cette violence inconsciente en se disant c'est normal, j'ai vu mon père faire, c'est traditionnel, les hommes doivent recorriger les femmes et tout. Excusez-moi du terme. Et donc, est-ce qu'avec une approche auprès des hommes, avec une sensibilisation aux violences, aux conséquences, à ce qui ne se fait pas à la femme, est-ce qu'un homme, tu penses que ça peut être quelque chose qui peut être changé? Je vais revenir sur ce que déjà tu as dit. Ouais. Déjà, j'ai envie de dire, un homme sait ce qu'il fait. C'est pas inconscient. Je veux dire, c'est pas inconscient. C'est pas inconscient. Il sait qu'il frappe sa femme. Il sait qu'il lui parle violemment. Il sait qu'il la traite mal. Il sait. Souvent, ils nous disent, j'ai pas fait exprès. J'ai perdu contrôle de mes mouvements. Non, tu sais ce que tu fais sur ta femme. Et puis, je dirais que ça peut venir de tellement de choses. Comme tu as déjà dit, l'éducation, ça peut être même la religion, ça peut être culturel, ça peut être les vidéos pornographiques, il y a tellement de raisons. Ça peut être ce qu'il a vécu pendant l'enfance aussi. Ouais. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'il peut changer? Alors, c'est une question compliquée parce que récemment, on a vu une conférence avec mes collègues sur ce sujet-là. Un homme pourrait changer, mais ça durait des années. Parce que souvent, les femmes, elles viennent nous dire, avec une thérapie, souvent, c'est le juge qui ordonne, une thérapie et tout, genre, au bout de 2-3 semaines, ça ira bien. Non, c'est des années. Attends, excuse-moi, je vais te couper un instant. Le juge... Oui. Attends, wait a minute. Attends, stop. On arrête là, stop. C'est dans le cas, par exemple, femme a porté plainte. Oui. Attends, laisse-moi respirer. Oui. Parce que, attends, une femme qui porte plainte et qui va en justice et à la cour, le juge leur conseille de voir un psy. Non, juste l'homme. Ah, juste l'homme. Oui, juste l'homme. Non, pas ensemble, non. Ça. D'accord. Souvent, ils ont des mesures d'éloignement. Et puis, les mesures qu'ils ont d'autres, c'est de suivre une thérapie, de voir des professionnels. Et c'est là. Et puis, ces femmes-là entendent ça, et puis ils croient que peut-être au bout de 2-3 mois, ça va changer. L'homme va changer. Et là, ce qu'on a appris, c'est que, non, ça peut dire 10-15 ans que cet homme-là devra être suivi par des professionnels, que ce soit des psys, des intervenants sociaux, même peut-être la médication. Mais pendant des années, il doit être suivi. C'est comme reconstruire tout son schéma mental, en fait. Tout comment il voit la vie, la société, puis les femmes. Et ça peut durer 10-15 ans. Ça peut, mais nous, ce qu'on dit aux femmes, non, votre homme ne changera pas. On leur dit sincèrement, votre homme ne changera pas. Mais ça me fait quand même peur que le juge, il dise ça, mais il n'y a pas de sanction derrière. Ça dépend, c'est déjà très compliqué. Déjà, y a pas beaucoup de femmes qui portent plainte, en fait, qu'elles ont peur des conséquences ou elles se disent que ça sert à rien. Nous, on les oblige pas, vraiment pas. On leur conseille, mais on les oblige pas. Que le juge, il y a des sanctions. Souvent, c'est des éloignements ou du traitement. Ils peuvent aller aussi en prison quelque temps, mais c'est jamais très longtemps. Puis, en général, en prison, c'est pas là qu'ils vont changer. Mais c'est bien qu'il y ait la sanction quand même. On veut qu'il y ait cette sanction-là de la prison, puis qu'il y ait la thérapie après. Mais c'est pas dans tous les cas. Parce que, bien sûr, dans la loi actuellement, violence conjugale, ça n'existe pas. Le terme violence conjugale, il faut qu'il y ait un crime. Soit qu'il y ait... Sur ce sujet-là, je suis pas au fait, vraiment, mais soit qu'il y ait un acte criminel, c'est-à-dire des coups, il y a des enregistrements qui fait qu'il l'a dégradé
lui dire verbalement, qu'il y ait des témoins, mais c'est très compliqué d'aller jusqu'au juge en fait. Attends, donc pendant que je me fais attaquer, Oui. je dis attends, stop, je vais prendre mon téléphone, je vais t'enregistrer. C'est très... Ça n'a pas de sens. Autrement, tu sais que les femmes sont battues et tout, mais elles cachent leur bleu, elles vont pas aller chez le médecin direct faire constater leur bleu, tu vois. On s'attarde pas trop sur le conjoint. On essaie de qu'elle gagne confiance en elle. C'est ça. Peut-être qu'elle elle refasse une autre relation avec un autre homme non violent. On essaie de l'aider pour ça. D'accord. Le but, c'est qu'elle s'en aille. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, les femmes, le chemin est long, mais on est ensemble. C'est ça. On est ensemble, ok. Au niveau des conseils, en tant que professionnel dans le milieu social, je sais que c'est tellement difficile, ce sujet est tellement complexe et je sais, voilà, qu'est-ce que tu conseillerais aux femmes? Mes conseils seraient d'en parler autour de vous, auprès de vos amis, de votre famille, de vos collègues, même au travail, parce qu'on passe une majeure partie de sa vie, malheureusement, au travail. Right. Au travail, du coup, même les collègues, on en parle. Et puis, j'ai envie de dire aussi, il y a pas mal de ressources à Montréal, il faut le dire, à Montréal, au Québec, au Canada. SOS Violence Conjugale. Je dis déjà, le numéro maintenant, c'est le 1-800-376-90-10. C'est un numéro, vous allez tomber sur des intervenantes vraiment fantastiques. Je les ai tous les jours au téléphone, qui vont vous diriger vers les bonnes ressources en fonction de vos besoins. Ok. Il y a aussi les maisons d'hébergement. Si vous êtes décidé à partir, on est là pour vous. C'est vrai que des fois, on n'a pas tout le temps des places, mais si vous êtes motivé à partir, on va essayer de vraiment vous trouver de la place. On ne vous laisse pas auprès de votre conjoint ou votre mari violent. Les services externes, c'est un peu nébuleux comme terme, mais c'est des services où il y a des intervenantes qui sont là pour vous écouter. Prenez rendez-vous avec elles, vous cheminez. Si vous n'êtes pas prêt à partir, elles sont là pour vous écouter, vous dire savoir ce que vous vivez au quotidien, vous donner des conseils. Peut-être un jour, vous serez prêt à partir. La base, Okay. et le 911 quand vous sentez vraiment danger. N'attendez pas. La police est là pour ça. Et puis quand la police ne sait pas faire avec les femmes victimes de violences conjugales, ils nous appellent, nous, les intervenantes. Quand ça nous arrive pas, on se met pas à la place de l'autre femme. Oui, oui. Et c'est ça qui est dur parce qu'on entend, ça nous parle, mais si on n'a pas vraiment eu un proche qui a vécu ça, même parfois on a un proche qui a vécu ça, mais elle le banalise tellement. Mais oui. Que pour toi, je me dis, bon, elle va se débrouiller, elle va s'en sortir, c'est normal. Mais en fait, non, faut vraiment qu'on soit à l'écoute de nos proches, de nos copines, de nos mamans, nos tantes, parfois qui disent rien, mais qu'on sait qu'elles sont en train de subir des choses. Vraiment être à l'écoute. Merci beaucoup pour cette conversation. Tu nous as apporté tellement aujourd'hui. Je vais te poser une question et tu me réponds avec un seul mot. Le secret de tes cheveux. Soin. Wouhou. Ton objet préféré. J'en étais sûre. Il est multifonctionnel. Ouais. Ton rêve de la nuit passée. Ouh. Ça va rejoindre la question suivante. Ta position préférée. Oh là là, c'est nous. Oh. Right. Ton super pouvoir. Yay! That's a good one! Ce que j'adore faire avec mes invités, c'est notre moment good vibes. Reviens quand tu veux chez nous. J'aime terminer l'épisode en donnant un petit cadeau à toutes mes invités. Merci. Donc tu feras pas une exception. Le Merci voici. beaucoup. En passant, est-ce que tu likes la page Facebook, Oui. Instagram? Oui. T'es abonné sur YouTube? Pas encore. Ah, faut le faire. Mais je vais le faire. Faut le faire. Donc, si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube maintenant, là, ci-dessous. On laisse les commentaires, partagez vos avis. On se retrouve également sur notre plateforme Instagram et Facebook et aussi le groupe Women Talk That Talk. C'est là où on partage un peu chaque épisode, où je pose souvent des questions pour préparer certains épisodes. Donc vraiment, je vous invite. Ça paraît beaucoup comme ça, mais c'est rien. Tout le monde est sur Facebook, Instagram et YouTube, donc faites pas les durs. Je vous fais des gros bisous, donc n'oubliez pas, Women Talk. That talk. Talk. Hey.